Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de French Morning avec aujourd'hui le French American Entrepreneurship Award nous sommes alliés pour ce webinaire pour parler évidemment de développement de start-up aux États-Unis. Alors, je vous rappelle en deux mots, le French American Entrepreneurship Award, c'est ce concours qui vous permet, si vous êtes une start-up, disons, française, francophone aux États-Unis, ou que vous avez l'intention d'implanter une start-up aux États-Unis, c'est un concours de start-up qui se déroule en ce moment. On va en reparler un peu évidemment, puisque les trois participants que nous avons la chance d'avoir sont tous les trois des anciens lauréats du FAEA. Vous avez jusqu'au 28 avril si vous êtes intéressé pour déposer votre dossier. On va mettre dans le chat tout à l'heure le lien vers l'article de French Morning qui expose tout ça et qui vous dit comment justement présenter votre dossier. Voilà, les trois participants de ce webinaire aujourd'hui que j'ai la chance d'avoir avec moi, qui sont Elsa Youngman, Jean-Pierre Adéchi et Pierre-Louis Théron. Tous les trois ont été des lauréats du French American Entrepreneurship Award et je suis sûr qu'au cours de cette conversation, ils nous diront justement à quel point ça les a aidés ou pas du tout, s'ils veulent. On parlera de tout ça, mais surtout ce que je vous encourage à faire, c'est à poser vos questions, à laisser vos commentaires dans le chat si vous nous suivez sur Zoom ou en commentaire sur Facebook si c'est là où vous nous suivez. Si vous êtes sur Zoom, vous pouvez même lever la main. Il y a un petit bouton qui dit quelque part « Raise your hand » et pour demander la parole. On vous encourage à le faire, à donner aussi à vous vos retours d'expérience et puis surtout à poser vos questions à nos trois invités qui ont tous les trois des parcours très intéressants, des expériences très intéressantes de l'implantation de start-up aux États-Unis dans des domaines très divers, des manières de faire très, très diverses et ça va nous permettre justement de pouvoir répondre à beaucoup de ces questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas, posez vos questions, faites vos commentaires et on les utilisera autant que possible dans cette heure tous ensemble. Je vais faire un petit tour d'horizon rapide de nos trois invités avant de leur donner la parole. Ce qui est l'essentiel, c'est qu'on les entende, évidemment. Nous avons la chance d'avoir avec nous Elsa Youngman. Elsa qui est donc la fondatrice de Healthy Skin Health et qui avait gagné le FAEA en 2019. Elsa, si je ne m'abuse, c'est à 18 ans, un choc toxique qui a rendu votre peau particulièrement sensible et finalement déclenché votre intérêt pour la cosmétique. Depuis, Elsa est devenue docteur, Elsa Youngman, titulaire d'un doctorat de Paris-Saclay. Vous avez travaillé chez L'Oréal à Paris, puis vous êtes venu à SF et c'est là où vous avez créé Healthy Skin Health, qui vous a donc valu ce prix du FAEA en 2019. Jean-Pierre Adéchi, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur, fondateur de trois entreprises, dont Willy, qui vous avez valu le FAEA en 2017. On en parlera. Et vous êtes maintenant actuellement consultant pour divers venture capitalist firms, fonds de fonds, investisseurs, et vous conseillez des entreprises, notamment en matière de fundraising, entre autres choses. Et puis, nous avons Pierre-Louis Théron. Pierre-Louis a été le cofondateur de Streamroot en 2013 à Paris. Puis, il en a été le CEO jusqu'à l'acquisition de Streamroot par Lumen Technologies en 2019. Entre-temps, il avait fait le mouvement de Paris aux États-Unis. Sa spécialité, c'est donc la technologie qui nous permet à tous de voir nos vidéos en streaming, ce qui se passe derrière, tous les gens qui pédalent pour qu'on puisse voir tous ces films et toutes ces séries. Merci beaucoup à tous les trois encore. Je vais commencer ce webinaire par un thème qui est celui qui est inévitable lorsqu'on parle de développement de start-up aux États-Unis ou ailleurs, d'ailleurs, c'est la question de l'adaptation, l'adaptabilité, la capacité au changement. Souvent, on regroupe ça sous le mot pivot, qui ne regroupe qu'une partie de ce thème-là, ou qui ne recouvre qu'une partie de ce thème-là. Et ce qui m'a frappé finalement quand on regarde vos trois biographies, c'est que pour chacun d'entre vous, pas mal de choses ont changé depuis le moment où vous avez eu ce prix du FAEA. L'un d'entre vous, c'est de 2015. Le plus récent, c'est, je crois, Pierre-Louis. Le plus récent, c'est 2019 pour Elsa, si ma mémoire est bonne.
Les choses ont changé. Vous avez dû vous adapter à des degrés divers, etc. Donc, je voudrais commencer ce petit tour de table en vous demandant, Elsa, depuis 2019, finalement, qu'est-ce qui a changé pour vous? Moi, j'ai remarqué à titre personnel que la marque Healthy Skin, lorsqu'on la cherche, on ne la trouve plus trop. Maintenant, ce qu'on trouve, c'est Dr. Elsa Jungmann et ses produits. C'est ça qui est mis en avant. C'est la marque sous laquelle vous commercialisez les choses maintenant. Est-ce que c'est ça les principaux changements pour vous ou vous voulez Oui, nous il y faire a un petit eu. horizon de ce qui a changé depuis 2 ans, 3 ans? Ouais, rapidement, ce qui a changé, suite au prix du FAEA, on a pu lever des fonds. Donc ça a été le gros changement et le prix nous a permis, je pense, de mettre de la lumière sur ce qu'on faisait pour la première fois. Et ça, je pense que les investisseurs avec qui on était en discussion, ça les a aussi convaincus de la solidité de notre projet. Donc ça a été grâce à ça. Et Vous en fait, aviez avec levé ces fonds, combien à l'époque? j'ai levé en 2019, on a levé $1 million à peu près auprès d'investisseurs français et américains. Voilà. À l'époque, vous n'étiez pas encore sur le marché quand vous avez… Non, alors en fait, c'est ça. Au début, en fait, le nom de notre entreprise, de la startup, s'appelle Healthy Skin Health. Et en fait, on avait créé une marque un peu rapidement qui s'appelait Healthy, mais qui était plus, on va dire, un prototype de ce qu'on voulait créer. Donc, en fait, une fois qu'on a eu les fonds, on a vraiment travaillé. Moi, j'ai pu embaucher une personne en marketing et on a pu vraiment travailler sur le branding en soi. Et c'est comme ça qu'on est venu avec le concept d'appeler notre consumer brand Dr. Elsa Jungmann, qui a été la première marque de cosmétiques aux États-Unis à être ce qu'on appelle microbiome friendly, donc respectueuse du microbiome, ces bactéries qu'on a sur la peau pour rester, on va dire, en bonne santé. Mais en parallèle de ça, l'entreprise s'appelle toujours Healthy Skin Health, mais c'est plus la parent compagnie qui gère du coup à la fois notre marque cosmétique, mais aujourd'hui, on lance aussi en fait du B2B pour de l'analyse de microbiome sous le nom d'Healthy Skin Health avec d'autres entreprises en wellness et médecine, on va dire. On va y revenir, mais ce changement de marque et finalement de positionnement d'une certaine manière, ça va avec. C'est quelque chose que vous aviez anticipé. C'est venu justement parce que une fois que vous avez pu lever l'argent, vous êtes intéressé à la question. Comment les choses se sont… Oui, c'est ça. C'est qu'avant, en fait, on avait démarré l'entreprise. Je crois qu'on avait eu un investissement de $100 000 du fonds Refiners, qui était un programme d'accélération à San Francisco. Et avec cet argent-là, on a fait un peu, on va dire, notre preuve de concept avec la bêta brand Healthy. Et ensuite, quand on a eu les fonds, moi, j'ai embauché notre Chief Marketing Officer, Kerry, qui, elle, a repris du coup la main sur la marque. Moi, étant scientifique, c'est vrai que je m'occupe plus de tout ce qui est produit et stratégique que vraiment branding. Mais du coup, ça a été elle qui a vraiment fait un travail de fond et qui a proposé en fait ce nouveau nom et cette nouvelle identité qu'on a vraiment lancé pour de bon. Avant, on n'avait pas. Avant, c'était vraiment le début et c'était pas vraiment encore la marque finale qu'on allait lancer. Très bien. Bon, on reviendra à Ouais. ce qui est arrivé depuis à la marque et à vos produits. Je vais continuer le tour de table avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Adéchi, donc vous, c'est plus radical, puisqu'évidemment, Willy n'existe plus. Vous voulez nous dire un peu, nous raconter un peu ce qui s'est passé et nous dire où vous en êtes? Ah ouais, donc peut-être pour commencer avec fin 2019, on avait quand même réussi à s'implanter sur 18 campus dans le nord-est des États-Unis. Et encore Pardon, plus. j'ai manqué à tous mes devoirs. Je n'ai pas vraiment expliqué ce qu'était Willy. Donc, je vous Oui. laisse l'expliquer pour ceux qui auraient loupé ou qui n'étaient pas là dans les concours précédents. Et puis après. Ouais. En bref, Willy, c'était le Blablacar pour le marché américain. Et on avait commencé stratégiquement avec le marché universitaire à cause de la relation entre les autoroutes et les campus qui sont plutôt situés en milieux ruraux ici aux États-Unis. Donc, d'ici fin 2019, on était implanté sur 18 campus, principalement dans le nord-est des États-Unis. Et plus important, on avait réussi à aboutir à une formule qui, je ne sais pas comment on dit en français, qui était repeatable and scalable, c'est-à-dire qu'on avait une très bonne connaissance du coût et du temps que ça nous prenait pour arriver à 30% de pénétration sur n'importe quel campus, n'importe quel marché. Donc, armé de cette information et de cette connaissance, on a entamé une levée de fonds pour chercher à s'étendre dans le Midwest et dans le sud des États-Unis, qui étaient des plus gros marchés. Donc, on était dans ce processus quand la pandémie a frappé. Donc, maintenant, fin février, début mars,
C'était juste le mauvais moment pour être dans tout ce qui était transport en commun et surtout sur le marché universitaire, là où tous les étudiants étaient rentrés à la maison d'ici fin mars. Donc, grosso modo, on n'a pas réussi à lever. Après un moment, on n'avait plus d'argent. Donc, c'était un peu la fin de la route. Et donc, d'un point de vue personnel, pour moi, et pour être franc, d'abord, c'était la grosse déprime. Et donc, c'était un peu la question, qu'est-ce que je fais après, vu que je n'avais pas forcément eu le succès que je voulais d'un point de vue business. Et ceci dit, vu que c'est les États-Unis, et c'est ce qui est assez cool ici, c'est que l'échec n'est pas forcément... L'échec est vu plutôt sous une perspective positive, si je peux le dire ainsi. Donc, depuis, je me suis un peu reconverti de l'autre côté de la table, donc en bossant du côté investisseur. Donc, l'année dernière, j'étais avec You and Mr. Jones, qui vient de rebrand récemment en tant que Brand Tech Group, which is led by David Jones. Donc, je bossais pour leur corporate VC arm, just assessing les opportunités d'investissement, deal memos, tout ce qui va avec. Et là, depuis 2 mois, je suis avec The Equity Alliance, qui est un fund of fund, là où on investit exclusivement dans les fonds d'investissement gérés par les minorités ou les femmes. Et aussi, on fait des investissements directs dans des startups. Si un de nos fonds dans notre portfolio a aussi investi dans la startup. Donc là, je me concentre surtout sur le côté des investissements directs pour eux. Super. Merci. Ben, on reviendra aussi sur cette notion du rebond, de ce qu'on apprend avec l'échec et de tout ça qui est, vous l'avez dit, un élément important évidemment dans ce pays et souvent de différence avec la façon dont on peut voir les choses de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, on y reviendra. Pierre-Louis Théron, alors vous aussi, changement puisque quand vous aviez eu votre prix, vous étiez le cofondateur de Streamroot et maintenant vous avez un boulot dans une très grosse boîte américaine. Ouais, bah, c'était il y a 7 ans, donc forcément il s'en est passé des choses depuis 2015. Quand on a gagné le prix, à l'époque, on était au début de l'implantation aux États-Unis. On venait de sortir de l'accélérateur Techstars qu'on avait fait à Boston. Qui nous avait mis en gros coup d'accélérateur comme son nom le porte, et puis aussi voilà, un vrai pied aux États-Unis, un vrai début de compréhension du marché. Le prix a permis, nous étions aussi en levée de fonds à l'époque, donc le prix a contribué à la hype ou la lumière autour de la société. C'est toujours des choses qui aident, permis de rencontrer des gens. Puis c'était au moment aussi où on était en train de passer d'une implantation de Boston à New York. Donc forcément, le prix étant principalement de la communauté new-yorkaise, permis aussi d'aider à s'implanter d'une ville à l'autre aux États-Unis, où les écosystèmes sont quand même très locaux au niveau des startups et des investissements. C'est quand même, qu'on soit à SF, à Boston, à Austin ou à New York ou Denver, on a vraiment des vrais écosystèmes locaux. Alors ça a peut-être un peu changé maintenant avec le Covid et les barrières qui sont un peu cassées, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez vrai. Et donc voilà, beaucoup de choses à changer. On a levé de l'argent, on a pu grossir. Je pense qu'à cette époque-là, on devait faire moins de 100 000 € de chiffre d'affaires. On a pu recruter de l'argent. On a fait une première levée de fonds qui était un seed d'à peu près 1,5 million, qui aujourd'hui paraît ridicule, mais en 2015, c'était un des plus gros seeds de startups françaises. Et puis voilà, on s'est beaucoup développé il s'est passé beaucoup de choses, je suis sûr qu'on y reviendra. Pas mal de croissance, monté jusqu'à une trentaine, quarantaine d'employés. Et en 2019, on a eu des discussions, on a été approché par un très grand groupe. Donc à l'époque, il s'appelait CenturyLink et qui a été renommé Lumen entre-temps. Et donc un gros groupe de télécommunications américain qui a été intéressé d'abord par un partenariat. Donc, ça a d'abord commencé avec des relations de partenariat, de revente en fait, de nos produits pour rajouter nos produits dans le portfolio de cette grosse société. Et puis qui s'est transformé par un intérêt de plus en plus important. Et donc, après
une période qui a été assez intense parce qu'une période d'acquisition, c'est souvent très, très, très intense. On a été racheté en 2019 et donc voilà, maintenant je travaille pour la société qui nous a racheté. Mon rôle a un petit peu évolué, mon scope est un peu plus large que seulement la boîte Streamwood, donc du coup qui a été rachetée. Mais je suis toujours dans le même domaine et je continue à développer la société, mais de notre côté. Donc, on avait un peu un choix entre continuer à se développer tout seul et essayer de grossir tout seul, ou essayer de grossir en étant à l'intérieur d'un grand groupe. On a fait le choix de rentrer dans un grand groupe. Et donc, c'est aussi challenging. Hein. Il faut quand même faire de la croissance, mais c'est sûr que c'est très différent. Est-ce que c'est un choix douloureux parce qu'il y a souvent, enfin on l'a lu souvent, il y a eu même des polémiques sur le sujet à propos de la French Tech française en disant ce qui la distingue, c'est parfois un manque d'ambition des fondateurs qui, à un moment, sont prêts à vendre quand il faudrait peut-être résister. Et voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de sorties par la vente, finalement, dans l'écosystème français que ça peut être le cas ailleurs? En tout cas, c'est une des accusations qu'on fait. Est-ce que, du coup, vous avez regardé les choses comme ça? Est-ce que, de toute façon, ça faisait partie du plan depuis le début, vu votre activité, ou éventuellement assez gourmand Je pense que par rapport aux reproches un peu général, il y a une question de maturité de l'écosystème. Je pense qu'il est difficile de demander à un écosystème peu mature de ne pas faire d'exit, comparé à un écosystème américain qui, lui, est basé sur des montagnes d'exit, qui après ont fait des boîtes, qui ont fait des IPO, etc. Donc, je pense qu'il était nécessaire d'avoir aussi un écosystème qui se forme avec de l'argent qui est après réinjecté souvent par les gens qui ont vendu leur boîte dans l'écosystème aussi. Donc, ça, je pense que c'est une histoire. Et puis, quand on voit les derniers 18 mois en termes de levée de fonds en France avec des boîtes qui sont aussi implantées aux États-Unis, qui font des levées de fonds beaucoup plus grosses et qui vont chercher des plus grosses boîtes. Je pense que c'est vraiment une question de maturité et aussi de maturité de l'investissement. Il était difficile il y a encore 5-6 ans d'aller chercher des levées de fonds à 40-50 millions de dollars avec des fonds français. Par rapport à mon histoire personnelle, c'était un choix assez objectif en fait. Ça faisait déjà 6 ans qu'on était à la tête de la société et on était un peu à la croisée de est-ce qu'on est capable, en levant beaucoup d'argent, d'aller chercher une boîte qui va faire 5-10 fois, puisque il faut être très concret. Quand on va lever 20 millions de dollars sur une valorisation à, mettons, 50 ou 100 millions de dollars, les gens qui mettent 20 millions de dollars attendent que votre valorisation soit au moins de 500 18 à 24 mois après, puisque c'est comme ça qu'est leur modèle pour eux dégager de l'argent. Donc, on était un peu à un croisé des chemins de dire est-ce que le risque de repartir sur un cycle de 2-3 ans et d'arriver aux objectifs de croissance qu'on va devoir faire pour rendre nos investisseurs heureux est suffisamment balancé par rapport à la possibilité d'aller faire ça dans une grosse boîte et avoir nos investisseurs qui seront très contents de l'histoire. Donc voilà, ça a été un choix. C'était aussi, on était dans un marché qui était assez concentré, c'est-à-dire que pour arriver à vraiment scaler, il fallait aller taper des très gros clients. On commençait à épuiser un petit peu les clients de taille moyenne. Et pour aller taper des très gros clients, soit il faut avoir beaucoup d'argent et investir beaucoup de marketing et de commercial, soit c'est beaucoup plus simple de le faire quand on est adossé à un très grand groupe qui, lui, a déjà ses très gros clients et a déjà ses relations. Et donc, c'était aussi, par rapport à la structure même de notre marché, un choix qui était assez évident. Alors, Elsa, vous êtes dans un système, dans un univers qui est très différent, B2C, mais où il y a aussi beaucoup d'argent, beaucoup d'activités capitalistiques, beaucoup d'achats, voilà. Est-ce que c'est des problématiques auxquelles vous avez déjà été confrontés? C'est de se dire, on se développe tout seul, on essaie de se vendre Oui, non, ça nous est déjà arrivé. Il y a 1 an, c'était très compliqué aussi avec Covid. Ça a été difficile parce qu'on avait levé 1 million de dollars avant Covid, mais ensuite, tout a pris du retard pendant Covid et donc il a fallu tenir en n'ayant pas plus de fonds et en étant capable aussi de délivrer, ce qui n'était pas évident et ça arrivait à un point où on ne savait pas si on allait pouvoir relever derrière et on a eu des entreprises qui nous ont approchés pour nous racheter. Mais à l'époque, ça nous paraissait un peu prématuré parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas encore montré tout ce qu'on avait dans le ventre et ce qu'on voulait développer.
Et je pense que ces moments-là, justement, un peu critiques, de se poser la question, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on lève, ça permet de voir vraiment à quel point on voit la suite. Et nous, on n'avait jamais osé lancer, par exemple, un test pour analyser notre microbiome de la peau. Et en fait, cette période-là nous a poussé à être beaucoup plus innovants et à prendre plus de risques qu'on n'avait pas osé faire avant. Et ça nous a permis de relever un peu de fonds, de faire un bridge l'été dernier et pouvoir continuer. Mais c'est vrai que je crois qu'on ne se rend pas compte avant de devenir entrepreneur, on ne se rend pas compte de la difficulté mentale que c'est tous les jours de se battre. Et il y a des moments où moi, je respecte vraiment n'importe quel entrepreneur où qu'ils en soient dans leur journée parce que c'est hyper difficile et surtout en période de Covid où tous les aspects positifs ont disparu, c'est-à-dire la communauté, se voir en personne, se soutenir, tout ça, ça n'existait plus. Et il restait on va dire, se lever et manger du verre tous les matins et gérer tous les incendies. Ça a été un cauchemar pour tout le monde. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, on est dans des périodes où, avec des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'on verra comment sera demain et c'est une fatigue émotionnelle. Donc, je ne sais pas combien de temps j'aurai envie d'être entrepreneur comme ça et pouvoir s'allier avec une entreprise plus grande qui nous permette de nous développer avec aussi plus de stabilité dans un sens et plus de sécurité. C'est très bien aussi. Oui, parce qu'il faut voir les sacrifices que c'est derrière de continuer. Moi, j'ai eu un enfant pendant Covid, mon premier bébé. C'était à l'époque où ma boîte n'allait pas bien. Je n'ai pas pu prendre de congé maternité. J'ai dû retourner travailler, remettre les mains à la pâte. C'est pas facile et je le souhaite à personne. Jean-Pierre, est-ce que votre expérience à vous personnelle, du coup, éclaire différemment les relations que vous avez avec les gens que vous conseillez ou avec les dossiers que vous voyez passer, etc. Oui, bien sûr, entièrement. Ce que je connais de bâtir une entreprise vient directement de mon expérience à travers les différentes boîtes que j'ai montées. Donc, ce qui est cool, c'est qu'avec le temps et l'expérience, j'ai une capacité à comprendre très rapidement quand je m'assois avec un entrepreneur, c'est quoi la valeur, la value proposition, c'est quoi la solution, comment est-ce qu'il se différencie dans le marché et quelle est la taille de l'opportunité. Donc, bien sûr, oui, tout à fait, mon expérience me permet d'avoir des raccourcis là où j'arrive à comprendre très rapidement et mesurer l'opportunité. Je voudrais, avant de continuer la conversation, je vous demander si vous ne dormez pas tous, de me dire en chat, par exemple, si vous êtes vous-même founder, si vous avez un projet sur lequel vous travaillez. Voilà, quelle est votre position personnelle vis-à-vis des startups, où vous en êtes. Si vous nous dites ça en chat, on pourra faire avancer un peu la conversation comme ça et puis essayer d'avoir des questions les plus pertinentes possibles. Tout à l'heure, Pierre-Louis parlait de la question des écosystèmes locaux. On va parler un peu funding, là, fundraising, etc. Est-ce que ça reste crucial? Je ne sais pas lequel, je vais poser la question 3, puis peut-être pas Pierre-Louis qui l'a déjà, mais les deux autres. Est-ce que vous avez encore le sentiment que justement après la pandémie, justement avec la virtualisation accélérée des façons de travailler, les écosystèmes locaux ont encore du sens? Jean-Pierre, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis du même avis que Pierre-Louis par rapport à la rigidité des écosystèmes, même dans le passé. Je suis d'accord avec l'observation que oui, c'est clair que selon où vous êtes dans le pays, il y a clairement une communauté locale d'entrepreneurs et d'investisseurs. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même certains centraux piliers, surtout par rapport à la levée de fonds. Je pense que San Francisco and the Bay Area, c'est juste pas comparable au reste des États-Unis ou au reste du monde. Je pense qu'il y a un autre écosystème d'investisseurs sur la côte Est entre New York et Boston qui ont des concentrations différentes. Donc, tout ce qui est autour de Boston a tendance à être autour de deep tech et de la science. Tout ce qui est autour de New York a tendance à être marketplace, fintech.
Et même quand on regarde Los Angeles, c'est beaucoup autour des médias et du gaming sector. Donc, je pense que ça, c'était vrai dans le passé. Je pense que c'est vrai aujourd'hui. Et je pense qu'il y a juste beaucoup plus d'argent qui est disponible, même si je pense que d'un point de vue d'opportunité ou de partage, malheureusement, ça reste un peu les mêmes qui attirent la majorité du butin, si je peux le dire ainsi. Comment vous avez choisi respectivement l'endroit justement où vous aviez décidé de vous installer, Elsa par exemple? Alors, moi, j'avais déménagé déjà de Paris à San Francisco pour travailler avec des plus petites entreprises en beauty et biotech. Et quand j'ai voulu monter ma boîte, ça m'a paru naturel de rester à San Francisco parce que l'écosystème de biotech commençait vraiment à monter. Beauty un peu moins fort, mais avec tous les outils tech, il y avait quand même quelques startups émergentes qui venaient de San Francisco. Après, pour lever des fonds, c'est vraiment la French Community de San Francisco qui m'a soutenue au début. Ça a été impossible de lever des fonds auprès de fonds américains. J'avais pas le track record ou le réseau pour ça. Comme moi, je venais vraiment de la R&D, de la science. J'étais pas du tout dans le domaine des investissements ou du business. Et ça c'est Refiners qui nous a ouvert en fait toutes les portes à l'époque avec ce programme d'accélération. Nous, on est arrivé à Boston à la base sur la côte est via Techstars qui nous avait, on était implanté là-bas. Ça faisait aussi sens parce qu'on était assez deep tech. Donc, comme disait Jean-Pierre, c'était assez plaisant d'arriver dans une ville ou dans un écosystème startup qui cliquait dès qu'on racontait notre histoire. Alors que quand on était à Paris, il me fallait 30 minutes en début de chaque meeting avec un investisseur pour arriver à leur expliquer dans quel monde on était. Donc ça, c'était assez frappant, la maturité de l'écosystème et des gens avec qui je parlais. Et puis après, on a fait le choix de développer notre boîte entre les États-Unis et la France. Où en France, en fait, on a gardé tout notre centre produit et R&D. Et aux États-Unis, on avait plutôt un centre commercial. Donc, on a toujours été un peu à deux têtes et un peu hybride. Et vu qu'on était très axé commercial et qu'on vendait principalement à des acteurs médias et télé, ça faisait sens d'être plus proche de New York, là où est-ce qu'il y a beaucoup de sièges de très grands groupes médias qui sont basés. Et Los Angeles aussi était un des endroits où est-ce qu'on passait pas mal de temps. Donc voilà un peu comment on s'est implanté ici. Et puis pour revenir sur les écosystèmes, je pense qu'en effet, ça a pas mal changé. On rappelle avoir discuté avec un investisseur, un de nos investisseurs d'ailleurs de chez Streamroot, il n'y a pas très longtemps, qui me disait qu'avant, il n'investissait jamais s'il n'avait pas rencontré les fondateurs. C'était un de ses critères numéro un, c'était qu'il voulait avoir un meeting face-to-face avec eux, peu importe où est-ce qu'ils étaient. Et il me disait, là, les 10 derniers investissements, j'ai rencontré les gens 3 fois, quoi. Il y a 3 des 10 investissements que j'ai fait où j'ai effectivement rencontré les personnes. Et ça, je pense que ça a un effet changé, ça crée des opportunités. Voilà. Il n'empêche qu'il faut quand même créer son réseau. On ne lève pas de l'argent en claquant des doigts. Ce n'est pas en allant taper à la porte des investisseurs, à part d'avoir un projet fabuleux, qu'on va avoir une money rain qui va arriver. C'est en général quelque chose qui se construit sur le temps. Au début, on rencontre des investisseurs, on leur parle du projet, ils nous voient évoluer, ils voient l'exécution, ils vous comprennent le marché. Et c'est souvent ça qui après déclenche un investissement. C'est pas le jour où on a besoin de l'argent qu'il faut avoir construit ces relations. Il faut avoir créé ça souvent en amont parce que c'est quand l'investisseur vous voir au point A et 3 mois après vous voir au point B et qu'il voit l'exécution entre les deux, qui se dit ah oui, là, il y a quelque chose qui est vachement intéressant et je vais suivre ces gars-là parce qu'ils sont sur quelque chose. Alors, vous parliez tout à l'heure, Elsa, de justement à quel point le prix vous a aidé à finaliser les levées de fonds, etc. Est-ce que chacun d'entre vous pouvez nous dire un peu quels sont vos conseils pour présenter un dossier pour un concours comme le FAEA et puis pour gagner, puisque vous avez gagné? C'est quoi le plus important? Qui veut commencer? Moi, je pense qu'il faut, comme on dit, il ne faut jamais avoir peur. Et même si on a l'impression d'être connecté à personne du FEA ou dans notre concours, il faut toujours se présenter. Je me souviens, c'était une personne avec qui je travaillais à l'époque qui avait vu passer cette annonce du concours. Nous, on était basés à San Francisco, le concours était à New York et on ne connaissait pas du tout qui était derrière le FAEA.
Et je me souviens, on a fait, comme on dit, à l'arrache un peu la candidature parce qu'on s'est dit, je ne peux pas perdre mon temps avec ça, ça va. Et en fait, on a eu tout de suite eu une réponse, je me souviens, d'une des organisatrices. On s'est dit, ah non, il y a vraiment des gens derrière, ils ont l'air intéressés par notre projet. Et en fait, on a passé toutes les étapes comme ça. Et jusqu'au grand final où on a gagné, on n'en revenait pas parce qu'on avait l'impression d'être un peu je ne sais plus comment on dit en français, enfin qu'on était un peu enfin on n'avait pas vraiment notre place là, quoi. Et surtout quand on voyait les anciens gagnants d'avant qui nous paraissaient toujours beaucoup plus légitimes, il y a toujours, c'est vrai, un peu syndrome de l'imposteur quand on est entrepreneur, donc il faut vraiment pas avoir peur, quel que soit le stade de sa boîte et de postuler. Je me souviens que la candidature était assez simple à l'époque. Ouais. C'était très, c'était pas compliqué. Jean-Pierre? Je pense que pour nous, donc nous, on a gagné en 2017. Donc, l'année 2017, c'était quand même une année assez intéressante pour nous à Willy. Et pour un peu piggyback sur un commentaire que Pierre-Louis a fait sur le momentum et la levée de fonds, une des manières de créer le momentum, c'est justement en gagnant des concours comme le French American Entrepreneurship Awards. Parce que pour nous, en fait, on a gagné cette compétition, donc on a gagné une autre compétition derrière, j'ai oublié le nom, et puis après, on a été accepté à Techstars. Donc, surtout pour les investisseurs qui n'étaient pas encore sûrs, encore une fois, ça montrait une certaine évolution des choses et une certaine validation sociale et du monde business qui nous a beaucoup aidés et qui, je pense, a culminé avec Techstars et qui, Techstars, évidemment, nous a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. D'un point de vue qui a aidé sur tous les côtés, l'embauche, la levée de fonds, plein d'autres aspects. Oui, Pierre-Louis. Ouais, mais nous, le dossier, en effet, voilà, je rejoins assez ce que dit Elsa, faut pas y passer des siècles, il faut essayer d'être très concis, très clair. On a tendance à parfois, c'est un peu la même manière quand on va pitcher les investisseurs. Quand on est dans son business et qu'on est très focus et on est dans l'exécution et on est la tête dans le guidon et on bosse 100 heures par semaine, il faut arriver à prendre un peu de recul, à expliquer un petit peu la vision. Je pense que en général, c'est des boîtes qui sont plutôt early stage. Donc, on a tout ce qu'on peut pour montrer l'attraction. Il faut le mettre dedans. Donc, tout ce qui est montrer l'attraction. Donc, l'attraction, ça peut être du revenu, ça peut être des superbes embauches, ça peut être des proof of concept, ça peut être, peu importe, un gros potentiel client qui est prêt à faire un testimonial sur le fait que votre truc, c'est vraiment génial. Donc, vraiment ça, il faut arriver à articuler l'attraction et puis articuler la vision. La vision, c'est vachement… Vu que vous n'avez pas encore beaucoup de chiffres pour attester du fait que votre société va être un grand succès, il faut arriver à vendre cette vision, où est-ce que vous voulez aller, et sans être trop, encore une fois, le nez dans le guidon et être trop technique, vraiment arriver à comprendre que les gens qui vont analyser votre dossier, ils y connaissent a priori rien du tout à votre business. Ils n'en ont jamais entendu parler. Et donc, avoir ce recul-là nécessaire en articulant bien l'attraction, l'équipe. Voilà, c'est un peu les mêmes critères que pour une levée de fonds. C'est quand on est très early stage, c'est souvent l'équipe, l'attraction, la vision et le marché qui sont un peu les 4 gros piliers pour dire voilà, est-ce que ce projet-là est intéressant? Il faut bien articuler ça. Et après, le dossier est assez léger. Après, nous, c'était il y a 7 ans, donc je suppose que les démarches ont un peu changé, mais c'est vrai qu'il y avait une présentation qui était devant un jury et puis enfin la présentation finale. Donc voilà, c'est un process qui est pas très painful, qui se passe assez bien et qui peut… Voilà, le rapport temps passé par rapport au momentum que ça peut apporter est clairement positif et j'encourage tous les gens à vraiment le faire s'ils pensent que s'ils veulent avoir un peu de visibilité sur leur projet. Est-ce que vous avez fait le parallèle à juste titre entre justement ce type de concours et les démarches pour le fundraising, etc. Finalement, c'est un peu la même démarche. On présente un deck, etc. Est-ce que les uns et les autres, vous avez
eu beaucoup de coaching et si oui, qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans toutes ces démarches-là sur la façon de présenter les choses, sur est-ce que vous vous êtes fait aider de coach ou de consultant d'une manière ou d'une autre? Qui veut commencer? Moi, en tant que first-time entrepreneur, c'est vachement important de s'en rendre compte. Jean-Pierre et moi, on a fait Techstars, qui sont des machines à créer des startups et qui vont passer beaucoup de temps à vous aider sur ce sujet-là. Les programmes d'incubation ou d'accélération en général pour les first-time entrepreneurs sont vraiment, en général, apportent beaucoup de valeur. Puisque voilà, il y a une certaine manière de présenter des projets, les investisseurs s'attendent à voir certains types de choses et donc il faut arriver à bien l'articuler, surtout quand on vient de France et quand on arrive aux US et qu'on va aller pitcher les investisseurs américains. Alors, encore une fois, ça fait un petit moment que je n'ai pas pitché les investisseurs, mais ça a peut-être un petit peu changé, mais ce n'était clairement pas du tout les mêmes types de meetings en France qu'aux États-Unis. En général, beaucoup plus agressif, beaucoup plus court, décision beaucoup plus rapide. Donc, il fallait vraiment briller et présenter son projet de manière beaucoup moins académique que certains investisseurs en France l'attendaient. Donc, voilà, je pense que le coaching, à la fois sur l'aspect culturel, quand on va pitcher les investisseurs américains, est très important. Et puis, sur l'aspect juste, qu'est-ce qu'on attend d'un deck, il faut s'entourer d'entrepreneurs aussi. Moi, mon deck, dès que j'en faisais une nouvelle version pour une nouvelle levée de fonds, je l'envoyais à au moins une dizaine, une quinzaine de personnes autour de moi pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, dites-moi vos retours, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous ne comprenez pas. Donc voilà, à être prêt quand on va pitcher les investisseurs. Et puis après, c'est aussi un entraînement, c'est-à-dire qu'on est souvent meilleur quand on va pitcher son 10e VC que quand on va pitcher son premier. Donc il faut aussi avoir un petit peu de stratégie par rapport à ça. Être capable de se dire je vais aller m'entraîner peut-être sur les VC qui sont peut-être le moins adaptés ou les investisseurs le moins adaptés ou ceux que je veux le moins et puis finir par ceux que je veux le plus parce que je serai probablement meilleur après mon dixième meeting qu'après mon premier, quoi. Ouais. Je pense que le truc qui est aussi important d'un point de vue levée de fonds, c'est moi j'ai grandi aux États-Unis, donc peut-être c'était beaucoup plus naturel pour moi. Et quoi les conseils justement pour bien se préparer? Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée… Allô? Vous m'entendez? Oui. Je t'entends, Jean-Pierre. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée, vous racontez et vous vendez une histoire, en fait. Et je pense que c'est important parce que j'ai vu de mon expérience des fondateurs qui lèvent de l'argent sans deck. Et en fait, leur capacité à le faire, c'est dans la cohérence de leur histoire et en touchant sur les points que Pierre-Louis il a soulevés autour de l'opportunité sur le marché, la vision. La vision, c'est très important parce que personne n'investit pour ce que vous êtes aujourd'hui, ils investissent pour ce que vous allez être demain. Et donc, pouvoir articuler et vendre cette histoire, je pense que c'est le plus important point de départ parce que si l'histoire est intéressante, et ça va entraîner d'autres meetings et d'autres interactions là où les investisseurs vont vraiment chercher à rentrer dans le détail. Mais je pense dans un premier temps, il faut avoir une histoire qui est intéressante et qui génère de l'intérêt. Elsa, sur ce sujet de la… Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Louis et Jean-Pierre. Je rajouterais aussi, et c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup appris pendant les premiers programmes d'accélération, si on en est à notre toute première levée de fonds, que c'est notre première entreprise, c'est pourquoi vous, en fait. Et c'est vrai qu'au début, ça joue beaucoup dans l'équipe ou le fondateur ou l'équipe fondatrice. Et du coup, de bien montrer pourquoi, parce que des idées, beaucoup de gens peuvent avoir la même idée de start-up, sur pourquoi est-ce que les investisseurs feraient le pari sur vous et cette équipe-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe au début. Donc, bien arriver à refléter ça aussi dans le pitch en ce qui rend une équipe ou une personne unique pour arriver à exécuter et à développer l'idée de la startup. Et juste pour ajouter à ce que Elsa a dit, pourquoi vous et pourquoi maintenant? Parce que des fois, il y a des bons business, mais ce n'est juste pas le bon timing. Donc, je pense que ça, c'est deux questions importantes. C'est pourquoi vous et pourquoi maintenant? C'est vrai qu'on ne parle pas souvent du timing, que parfois on associe à la chance.
qui sont parfois un peu liés. En effet, on ne peut pas forcément deviner l'avenir, surtout dans les périodes d'instabilité qu'on a vécues au cours des 2 dernières années avec le Covid et puis maintenant une instabilité géopolitique. Mais c'est vrai que le timing est important. Par exemple, moi, si je prends l'exemple de notre boîte, on avait à la fois un bon et un mauvais timing. C'est-à-dire qu'on avait un bon timing parce on avait une techno qui était là, très en amont. Et donc, on était les premiers quasiment à faire ce qu'on devait faire. Et donc, ça nous donnait un avantage compétitif. Étant dans la deep tech, ça nous donnait 1 an à 2 ans de développement, un peu avant les autres, quand les autres sont venus sur le marché. Donc, on avait une techno qui était beaucoup plus stable. Et puis, on a bénéficié d'un changement technologique dans le marché du streaming qui a fait que voilà, ça allait être un business qu'on faisait. Mais d'un autre côté, le timing au début était plus challenging que ce qu'on pensait parce que les 2 premières années, étant très en amont par rapport à des changements technologiques qui n'avaient pas encore eu lieu sur le marché, pendant 2 ans, on a galéré. Pendant 2 ans, on avait quasiment pas très peu de chiffre d'affaires. Il était difficile, ne serait-ce que même par des clients qui étaient intéressés par notre technologie, il était difficile pour eux, ne serait-ce que de l'implémenter, de la déployer à large échelle. Donc, le timing / parfois chance est très important et il faut clairement l'articuler. Et il faut aussi le regarder. Parfois, il faut se dire, on est devant un business, en fait, il y en a encore pour 5 ans avant que ce changement il se passe sur le marché, donc il faut arrêter, quoi. Ou alors, il ne faut pas développer de la même manière. Ça ne sert à rien de vendre qu'on va faire 100 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine si ton marché n'est pas mature. Donc, ouais, je suis d'accord. Le timing, c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas forcément assez. Et peut-être juste pour un peu moins intimider les gens, en même temps que ces informations sont importantes, ce n'est pas non plus évident. Nous, ça nous a pris 3 ans pour savoir en fait ce qu'on faisait. Donc, ce n'est pas comme si tout le monde se lance dedans avec une idée claire de voici where the value proposition is, voici où le gap dans le marché il est. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas ces informations que vous ne devrez pas vous lancer. Je pense que beaucoup de ces informations viennent avec le temps, viennent avec les interactions avec les autres entrepreneurs, viennent avec les interactions avec les autres investisseurs et viennent aussi des interactions avec votre clientèle, là où vous comprenez beaucoup mieux votre espace et là où l'opportunité est. Je suis d'accord, c'est des choses… En fait, il faut se poser la question, même si on n'a pas forcément la bonne réponse ou la réponse tout de suite, mais il faut au moins se poser la question pour y réfléchir. Et puis, il y a beaucoup de choses qui maturent au fur et à mesure, c'est sûr. Elsa, on a parlé tout à l'heure de votre évolution, donc justement du positionnement, du branding, du marketing, etc. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses avec un peu de recul, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ou vous prépareriez en amont, justement, on parlait de ça tout à l'heure. Parce que quand on parle de timing, comme l'a fait Pierre-Louis tout de suite, le timing, c'est facile à dire a posteriori, quoi. Par définition, c'est difficile de savoir. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? C'est une bonne question. C'est dur de dire en amont, surtout quand on n'avait pas vu Covid arriver. Oui. C'est vrai que si on avait pu prédire Covid et qu'on s'était rendu compte que le D2C allait être autant saturé, donc tout ce qui était vente en ligne et que ça allait coûter si cher, parce qu'à l'époque, quand on a lancé la marque, tout le monde voulait un peu être disruptif et arrêter de vendre dans les magasins traditionnels, basé tout sur on parlait tout le temps de growth hacking online. Et ce qui s'est passé, nous, on a lancé juste avant les élections américaines en plein Covid. Les coûts d'acquisition ont explosé et on n'avait pas du tout les moyens d'investir en marketing comme on aurait dû pour le lancement de la marque. Donc, c'est vrai que si on avait anticipé tout ça, je pense qu'on aurait pris finalement une trajectoire un peu plus traditionnelle en termes de business model pour la marque, pour avoir une distribution plus efficace et qui ne soit pas forcément chère. Et je pense aussi de ne pas avoir peur de prendre de risques et d'être moins timide de ce côté-là, parce que j'avais tendance à trop écouter les gens autour de moi et à peut-être pas m'écouter assez et à pas oser faire certaines choses comme lancer ce test pour le microbiome ou aller peut-être plus fort sur la recherche. Et je pense que ça, on aurait même pu le faire plus tôt, en fait, si on n'avait pas eu peur, en fait, si on avait osé. Donc ça, c'est chouette. Et je pense aujourd'hui, le virage B2B qu'on prend, je suis assez fière parce qu'en fait, c'est vrai que notre mission, nous, ça a toujours été d'aider les personnes à avoir une peau en meilleure santé en passant par le microbiome. Et finalement, ça passe au-delà d'une marque. Moi, j'étais très fermée sur le produit consommateur, c'est ce qui m'intéressait vraiment.
Et en fait, c'est de se rendre compte qu'on peut faire de l'impact de différentes manières. Donc, vraiment de rester agile et de voir les opportunités business qui peuvent s'ouvrir, qui ne sont pas celles auxquelles on avait pensé au départ et qui, en fait, peuvent permettre de rendre une entreprise encore plus grande et puissante que ce qu'on avait pensé au départ. Jean-Pierre ou Pierre-Louis, vous voulez réagir là-dessus? C'était quoi la question? Sur si on a des choses qu'on aurait fait différemment, oui, Ouais. à peu près tout. Quand on regarde avec le passé, être entrepreneur, c'est prendre des décisions et c'est souvent prendre des mauvaises décisions, mais il faut savoir à agir vite. Donc, le pire est de ne pas prendre de décision, en fait. Et c'est pour ça que forcément, quand on revoit en arrière, on changerait des choses. Après, je pense que la probabilité de succès des entrepreneurs qui font leur deuxième ou troisième startup est souvent plus haute parce qu'ils apprennent. Et quand on est entrepreneur, on est souvent plus smart au bout de quelques années parce qu'on a déjà fait des erreurs. On a fait des erreurs sur des recrutements, on a fait des erreurs sur du pricing, on a fait des erreurs sur à peu près tout. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas le regarder de manière nostalgique en disant si j'avais su, j'aurais fait ça. Dire, mais voilà, est-ce qu'une des qualités principales d'un entrepreneur, c'est justement de savoir s'adapter à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, ou qu'il y a un événement catastrophique ou cataclysmique qui arrive pour le monde ou pour sa boîte, quelle est la meilleure décision et comment la prendre vite. Et c'est ça. Et après, savoir regarder en arrière, se dire, OK, bon, ça, on a fait ça, pour la prochaine fois, pas faire la même erreur si on a fait une erreur. Donc, oui, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment. Mais voilà, ça fait partie du cycle d'apprentissage. Pour mon cas, pardon. Non, vas-y. Pour mon cas, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien regarder de l'avant. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ferait différemment, mais là, je suis super excited par rapport au futur, juste du fait que j'ai maintenant eu l'occasion de voir un peu ce monde des startups et du financement de startups de tous les angles, entre ayant été un entrepreneur qui a levé des fonds, ayant bossé du côté investisseur et maintenant du côté fund of fund et aussi investisseur. Donc, moi, je suis super excited par rapport à la prochaine entreprise que je vais lancer parce que on peut faire que apprendre et utiliser ce qu'on a appris. Donc, je pense que la prochaine, ce sera la bonne. Ça t'a pas dégoûté? Non, c'est amusant. Et justement, avec ce regard là du côté des investisseurs, du côté des fonds, etc., dans les dossiers que vous voyez passer, est-ce qu'il y a une erreur type, un truc que vous dites, en voyant ça, vous savez que vous n'allez pas aller plus loin dans les manières de présenter les choses ou dans la façon dont les entrepreneurs ou les founders se positionnent? Je pense que l'erreur que je vois le plus souvent, et c'est une erreur que même nous, on a fait à Willy, c'est de comprendre le fit entre l'investisseur et l'opportunité, en fait. Je pense qu'il y a des très, très, très bons business, mais il y a des très bons business qui, juste par rapport à notre modèle d'investissement, ça ne va pas fonctionner, quoi. Mm-hmm. Mais je pense que des fois, les entrepreneurs, on est trop têtus. Ou je pense que plutôt, je pense qu'il y a un narratif médiatique qui pointe vers un ou deux scénarios spécifiques. Et donc, on se casse un peu la tête en tant qu'entrepreneur à chercher à rentrer dans ces narratifs. Et on oublie qu'il y a plusieurs manières différentes de financer un business. Et il y a juste différentes approches, quoi. Donc, je pense que ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de business qui sont juste, soit ils cherchent à lever des fonds auprès de fonds, et bien sûr, il y a des fonds qui investissent à différents stades, mais de manière prématurée, de un. Et deux, ils ne comprennent pas le business des fonds d'investissement, donc ils ne se rendent pas compte que par rapport à leurs objectifs de croissance et leur modèle, ça ne va juste pas correspondre. Pardon, Pierre-Louis, par rapport à votre expérience maintenant de salarié d'une très très grosse boîte,
Est-ce que, vous nous avez dit que c'était un choix dont vous félicitiez tout à l'heure, donc je ne vais pas vous demander si c'était une erreur ou pas, mais est-ce qu'à titre individuel, vous regrettez votre passé de start-upper et de fondateur? Il y a plusieurs choses. Je pense que Elsa disait tout à l'heure l'aspect émotionnel important et l'engagement vraiment total que requiert la croissance d'une startup, notamment dans les premières années et dans les phases fortes de croissance. On arrive à un moment où il y a quand même une sérénité à bosser dans une grosse boîte que moi, je n'avais jamais connue, puisque je suis sorti d'école et j'ai lancé une startup directement. Ça fait du bien de souffler, quoi, pour le dire assez simplement. Donc ça, il faut pas. Ça, c'est quelque chose qui est appréciable parce que certes, on a de la pression, certes, il y a des objectifs, mais voilà, il n'y a pas de chance que dans 3 mois, il n'y ait plus de cash dans la boîte et qu'il faille trouver une solution pour arriver à s'en sortir, quoi. Donc ça, c'est très appréciable. Après, voilà, je pense que quand on a goûté, la plupart des gens, je pense, quand ils ont goûté l'entrepreneuriat une fois, ils voudront y regoûter un jour parce qu'il y a une espèce d'adrénaline de l'autre côté qui est hyper très importante. Je veux dire, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau ou des gens qui aiment bien les choses extrêmes, quoi. C'est beaucoup d'adrénaline dans un sens ou dans l'autre et qui font que ça manque. Ça manque. Et puis, bien sûr, tout ce qui est la manière de travailler est complètement différente. Entre une grosse boîte et une startup, l'agilité, la flexibilité, le fait de prendre des décisions rapidement, dont on parlait tout avant, c'est pas quelque chose dont des grandes entreprises en général sont bonnes. Le fait de ne pas avoir besoin qu'il y ait 10 VP dans une salle pour qu'une décision soit prise, voilà, c'est un peu le genre de quotidien qui est le mien. Mais voilà, de l'autre côté, c'est hyper intéressant pour l'entrepreneur aussi, je trouve, d'être de l'autre côté de la barrière. Parce que moi, j'essayais de vendre à ces grosses boîtes. Et je me tapais souvent la tête contre le mur en me disant, mais comment c'est possible que ça avance pas, que mon pauvre concept prenne des plombs, etc. Et en étant maintenant de l'autre côté, je comprends un peu mieux les dynamiques, la politique, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour arriver à vraiment faire avancer un projet, combien de murs il faut arriver à déplacer parfois. Et donc ça aussi, c'est enrichissant. Donc voilà, il y a clairement des pour et des contre. Alors, on a une question, je crois, de quelqu'un qui a levé la main à qui j'ai donné la parole. Il faut vous unmute. Est-ce que vous nous entendez? Je n'ai pas le nom. Quelqu'un qui s'appelle iPhone. Je pense que ce n'est pas son nom. Alexa? Non plus. Alors, non. Bon, j'ai l'impression que c'était une fausse manip. Vous ne nous entendez pas? On va continuer. Donc, Elsa, c'est quoi l'avenir pour vous, la suite? C'est une bonne question. Nous, ça va être en fonction de ce qui va se passer dans le monde. Non, nous, là, on se développe beaucoup sur la partie développement de notre marque et développement de notre business B2B. Donc, on est en train vraiment de grossir de ce côté-là. Donc, c'est assez excitant. Et de pouvoir vraiment optimiser au maximum cette plateforme de data du microbiome qu'on a montée pour à la fois notre marque et nos partenaires et aussi les entreprises avec qui on monte des partenariats. Et ça va être une levée de fonds du coup dans les mois à venir en fait. Donc ça, on va être totalement focalisé sur ça. D'accord. Donc là, juste pour bien comprendre, vos clients dans ce modèle B2B, c'est qui? C'est des entreprises souvent plus grosses que la nôtre qui sont des consumer brands en haircare ou skincare et qui veulent en fait faire de la recherche sur le microbiome ou aussi, pourquoi pas, lancer un test microbiome pour leurs consommateurs. Et donc, on les accompagne sur ça. On fait en fait des projets de recherche stratégique avec eux en utilisant notre kit pour le microbiome et notre plateforme d'analyse. Et vous pensez que le double modèle B2B, B2C est viable? Je pense que vous pouvez arriver à faire les deux en même temps? Oui, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que monter aujourd'hui une consumer brand, c'est extrêmement cher. Et il n'y a pas non plus, il y a des success stories, mais elles sont parfois difficiles à expliquer. On voit beaucoup d'entreprises qui ont levé beaucoup d'argent pour monter des marques. Ça
On entend parler de Glossier aujourd'hui qui ne va pas très bien. Enfin, ce n'est pas si évident parce que c'est très cher le marketing aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'en fait, monter un business profitable grâce aussi à la partie B2B qui nous rapporte en fait beaucoup de revenus et aussi beaucoup de data dans un sens, ça fait beaucoup de sens. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Super. Jean-Pierre, Pour next moi, step. next step, l'avenir, je pense que pour le moyen terme, je vais rester de ce côté investisseur parce que j'apprends beaucoup. Un des trucs qui est cool de voir autant de startups, c'est que tu commences à pouvoir voir ce qui se passe d'un point de vue macro. En fait, c'est intéressant quand tu es entrepreneur et tu montes ta boîte, tu es concentré sur ce que toi tu crées et comment est-ce que tu vois le monde. Mais en tant qu'investisseur, quand tu rencontres 5 ou 10 entrepreneurs qui sont dans le même espace, très rapidement, en fait, tu apprends le shift qui se passe d'un point de vue macro par rapport à une certaine industrie. Donc, je pense pour le moyen terme, je vais rester du côté investisseur parce que je suis en train de beaucoup apprendre. Et je pense que ça va juste mieux me positionner par rapport à l'entreprise que je lancerai dans le futur, qui pour moi, ce n'est pas une question de si, mais juste une question de quand. Et alors, Pierre-Louis, du coup, même question. De mon côté, c'est continuer à développer mon business originel et les business dont je suis en charge au sein d'une grosse boîte, qui est aussi en soi un assez gros challenge. Je suis aussi de plus en plus impliqué du côté aussi investisseur. Donc, j'investis à titre personnel dans certains fonds et certaines startups. Donc, c'est quelque chose qui est aussi passionnant et dans lequel j'apprends et je vois aussi l'autre côté de la barrière, pas à l'échelle de Jean-Pierre, mais à ma plus petite échelle. Et puis bon, mais je pense que plus tard, je ne sais pas encore quand, mais j'aurai un jour la volonté aussi de recréer quelque chose. Je ne sais pas ni quand ni dans quel domaine, mais oui, je pense qu'un jour ou l'autre, ça démangera trop pour ne pas y retourner. OK. Dans ce cas-là, tous les trois, vous pourrez à ce moment-là à nouveau présenter vos dossiers au French American Entrepreneurship Award. Je ne sais pas s'il y a une règle qui interdit de gagner 2 fois, donc on va se renseigner. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé votre expérience, à la fois d'anciens lauréats du French American Entrepreneurship Award et puis plus globalement de fondateurs de startups aux États-Unis. N'hésitez pas à tous à déposer vos dossiers si vous êtes dans ce cas de founder francophone aux États-Unis. Je vous rappelle, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien que j'avais préparé à cet effet et qui m'échappe maintenant, mais qui va revenir, pour que vous puissiez trouver toutes les infos sur comment présenter ce dossier. La deadline est le 28 avril, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc vous avez encore un peu de temps, mais faites-le dès que possible. J'ai mis dans le chat le lien vers l'article de French Morning qui vous permet de trouver toutes les infos. Merci encore à tous de nous avoir suivis pendant cette heure et surtout, merci tous les trois d'avoir pris du temps pour partager votre expérience. Pierre-Louis, Jean-Pierre, Elsa, merci beaucoup et bonne chance à tous et à toutes dans vos aventures à venir. Au revoir. Merci, au revoir.